Bon, on va tout de suite passer la discussion sans attendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Oui, je voulais juste demander pourquoi le riz est si émetteur là. Le riz. Ah, oui, le riz c'est pareil que la vache, c'est pareil que le fumier, que le lisier. En gros, le riz c'est une culture qui est souvent faite de manière inondée, et quand on inonde, on enlève l'oxygène. Donc c'est des zones anaérobiques qui favorisent la production de méthane. Et après, ce qui est aussi rigolo, c'est pas tout à fait comme dans le lisier, où le lisier, il y a des bulles qui remontent et ça va être émis, même ça peut être consommé, c'est que ça passe par les pailles. Hein, en fait, c'est autant de cheminées, toutes les pailles de riz sont autant de cheminées de méthane. Et je ne dirais pas qu'on peut allumer en haut, mais voilà, la présence de la tige favorise l'émission de méthane dans sa vie. Et comment on fait pour les diminuer? On essaye de moins inonder en permanence. Donc c'est ça les techniques qui sont évoquées, c'est de temps en temps faire une pause dans l'inondation. Oui. Excusez-moi aussi, ma question est une question de Béotien. J'aurais voulu mieux comprendre la nocivité relative du carbone et de l'azote par rapport au réchauffement climatique, vis-à-vis duquel doit-on le mieux se prémunir? Alors je n'ai pas bien le graphique au niveau mondial qui dirait, voilà, sur le pouvoir de réchauffement global, la contribution du méthane et du N2O. On est au-delà des 3/4 qui viennent du CO2 et donc de l'énergie. On est vraiment quand même, on n'oublie pas que c'est lié à l'augmentation de la consommation d'énergie fossile, et on est au-delà des 3/4 sur le CO2 de l'énergie fossile. Plus le fugitif aussi sur l'énergie qui est important. Bon, je pourrais ajouter un point là-dessus, c'est que compte tenu du temps de séjour de ces différentes molécules dans l'atmosphère, le méthane est très actif très rapidement. Le protoxyde d'azote agit heureusement moins, mais il agit pendant très très longtemps. Le CO2 à masse égale se trouve entre les deux. Oui. Pour moi, simplement dans un graphique intermédiaire où dans la répartition des rejets de méthane, il y a grosso modo 50% qui vient de l'agriculture, et vous avez dit presque autant qui vient d'autres applications. Décharges. Mais est-ce que les fuites du réseau de gaz sont prises en compte? Elles sont prises en compte aussi. C'est aussi une contribution, je n'ai pas le chiffre en tête, mais elles sont C'est donné par Jardin. Oui, une question quand on regarde, ce qui est très intéressant, c'est de voir ça après l'exposé. Finalement, est-ce qu'on se trompe beaucoup? En particulier, par exemple, quand on parlait de la méthanisation, on sait qu'elle n'est pas parfaite, mais dans les chiffres, on la fait parfaite, ou presque. Donc là-dedans, il y a quand même, il me semble, une masse d'incertitude qui est assez forte. Alors c'est vrai qu'en agriculture, en plus, on est sur du biologique, hein, donc on est humble par rapport à notre capacité à bien reproduire. Sur la méta, c'est qu'on n'a pas tant de recul et qu'il y a pas mal de situations différentes. Donc voilà, la diversité fait qu'on est prudent lorsqu'on dit, moi je vous dis que c'est 85% de réduction des émissions par rapport au scénario de référence si on n'en avait pas mis. Ça c'est ce que nous on met. Donc c'est pas une vérité. Normalement, on devrait avoir s'accumuler des nouvelles références. Et nous, les inventaires, on est complètement là-dessus. Ce sont des objets qui sont mis à jour. Et on le fait fréquemment. Tous les ans, on recalcule tout l'inventaire et on remet à jour toute la série temporelle, au moins depuis 1990, tous les ans. Donc s'il y a une nouvelle info, on la traite, on demande au ministère de l'Environnement s'il est d'accord, on la traite. On a compris que le facteur d'émission des ruminants dépend beaucoup de leur alimentation. Comment l'éleveur, en pratique, peut choisir de faire évoluer l'alimentation pour réduire cette émission? Donc, techniquement, comment peut-il faire? Mais également, qu'est-ce qui l'incite à faire ça? On a bien compris que le prix auquel il vend le kilowattheure qu'il produit par son méthaniseur est un facteur incitatif. Mais qu'est-ce qui l'incite à faire évoluer l'alimentation de ces ruminants? Alors, pas grand-chose. Aujourd'hui, pas grand-chose. À part l'image qui... Voilà, l'agriculteur, il a plutôt marre qu'on dise que ces bovins, ils sont très émetteurs. Donc ça, c'est quand même un facteur important. Quand on dit, j'ai peut-être mal précisé, l'alimentation est un facteur important, mais on a du mal, même si on l'a fait varier, ça ne change pas tant les niveaux d'émissions, c'est plutôt
aujourd'hui, on a des vaches qui sont calibrées pour manger beaucoup, et quand elles mangent beaucoup, elles émettent beaucoup. Voilà. Et donc, c'est pas tellement ce qu'elles mangent qui pourrait changer la donne. On a quand même des techniques de réduction. On dit, par exemple, lorsqu'on peut mettre plus de lipides, de gras, on va pouvoir modifier certaines activités dans le rumen, donc pour pouvoir avoir un peu de truc. Mais on est à la marge, hein. C'est pas si simple, hein, de faire ça. On touche en plus à de la biologie, c'est un sujet assez complexe. Voilà. Oui, vous avez dit presque subrepticement, en passant comme ça, que la diminution du cheptel n'était pas une option. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu? Il n'y a pas de politique, dans aucun des pays du monde, aucune politique n'existe de baisse de cheptel, même si parfois il y a quand même une incitation à moins consommer de viande ou de produits laitiers, sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais vraiment, même en France, on pourrait dire qu'on est prêt. Et puis aujourd'hui, il y a quand même aussi une baisse du cheptel, notamment en vache laitière. Je ne vais pas montrer la courbe, mais ça baisse pour deux raisons. La première, c'était l'augmentation de productivité par tête, donc à production égale, on pouvait baisser. Et la seconde, c'est qu'il y a quand même une démographie et puis une situation démographie des exploitants agricoles qui fait qu'on a une baisse des éleveurs laitiers. Ouais. Bah, moins de rentabilité. Ouais, c'est pas le métier qui fait le rêver le plus en ce moment. Pourquoi est-ce que les brûlis dégagent du méthane et pas les feux de forêt? Alors aussi, en fait, mais je n'ai pas mis dans la partie agricole. Mais en France, on brûle peu de résidus, en tout cas c'est interdit, on le fait que sur dérogation. Mais après, dans les savanes, tout ça, si c'est vraiment tous les ans ou dans les pays à moindre mécanisation, on va brûler les résidus agricoles souvent. Hein. Le principe, c'est si on n'a pas de tracteur, pouvoir ressemer, c'est pratique de brûler avant de ressemer, ça évite des soucis. Et quelle est la part du méthane qui part dans l'ozone, qui est transformé? Voilà, ça dépasse ta compétence, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas. Oui. Les autres animaux que les bovins. Alors j'ai vu un chameau en arrivant, je ne l'ai pas compté. Non mais les moutons, ça donne quoi? Ça produit de la viande, ça produit du lait aussi. Oui, alors le cheptel est beaucoup moins important et les animaux beaucoup plus petits. Hein. Lorsqu'on est un mouton, on atteint 80 kg. Il faut en avoir plus. Et les chèvres aussi. Ouais. Non mais ça produit aussi du C'est pas vrai pareil en fait. Ramener à leur productivité, ça pourrait être pareil. Mais dans le profil de la France et le profil de la plupart des pays, les bovins sont est-ce que ça produit du CH4 aussi? Aussi, ruminant, tout ruminant, c'est vrai. Si on sort du ruminant, on va avoir beaucoup moins d'émissions. C'est vrai que j'avais mis tout ce qui est volaille et porc, là on est sur des monogastriques. Ils sont pas capables de valoriser la cellulose de la même manière. On leur donne à manger quelque chose qui est beaucoup plus digeste et donc ils n'ont pas les mêmes contraintes de digestion. Tout ruminant, c'est pareil, ramener à la production. Est-ce qu'il est prévu d'inclure les émissions indirectes dans vos prochains inventaires? Est-ce que vous avez une idée de l'évolution de l'empreinte de la France depuis? Alors voilà, c'est vrai que moi je parle que d'inventaire, donc c'est émission du territoire. La question sur l'empreinte qui dit, bon bah, on mange de la viande, potentiellement de la viande qui vient d'ailleurs, donc les émissions qui ont été mises ailleurs ou en amont de la chaîne de production, est-ce qu'elles sont dans l'inventaire national? Pas dans l'inventaire national parce qu'on est censé, tous les pays sont censés faire leur inventaire. Donc le Brésil fera son inventaire, les émissions du Brésil sont au Brésil, les émissions de la France sont à la France. Après, lorsqu'on raisonne politique, on va dire, je raisonne empreinte, je raisonne consommation de mes citoyens. Peut-être le citez pas en tant qu'organisme peut faire ça, mais c'est un autre exercice que l'inventaire. Donc il a des envies, des fois, mais c'est un exercice assez complexe et périlleux parce qu'on s'expose beaucoup lorsqu'on commence à faire des hypothèses sur d'où vient le produit, dans quelles conditions il a été produit, quelles sont les émissions qui ont été produites. Et oui, c'est quelque chose qui serait envisageable. Ce n'est pas le même exercice que l'exercice des inventaires nationaux dont je vous ai parlé. Il y avait encore une question? Non, alors s'il n'y a plus de questions, ben, nous allons remercier. Mais, Je reste avec vous toute la semaine. Vous pouvez poser d'autres questions.